7h. Madame, Monsieur, bonjour, agréable journée. Merci de choisir Radio Côte d'Ivoire pour vous informer. Justement, voici le journal, le 7h. Et c'est avec vous, Jérôme Kouakou. Bonjour, Jérôme. Bonjour, Didier. 6 millions d'élèves ivoiriens ont repris le chemin de l'école hier lundi. Pour le premier jour de rentrée, la reprise est timide. Nos reporters ont pu faire le constat. Nous le verrons à Bouaké. Plus de 5 millions de kits scolaires pour les élèves de Côte d'Ivoire. Le top départ de la distribution a été donné hier à Bouaflé par la ministre de l'Éducation nationale. Coût global de ces kits, plus de 10 milliards de francs CFA. Et puis en Allemagne, Angela Merkel quitte le pouvoir dans quelques jours. La chancelière fait ses adieux à ses voisins, mais son successeur à la CDU est en difficulté dans les sondages. Voilà pour le menu. Bonjour à tous. Bienvenue. Des hommes d'affaires allemands hier chez le Premier ministre. Oui, ces Allemands s'intéressent à la Côte d'Ivoire. La délégation conduite par l'ambassadeur de Côte d'Ivoire en Allemagne, le général Philippe Mangou, a été reçu hier par le Premier ministre. Ces investisseurs sont en prospection dans notre pays et les domaines tels que la santé, l'environnement et le numérique intéressent bien ces Allemands. Le Premier ministre se réjouit de cette mission de prospection. On écoute Patrick Hachi. À travers les différentes représentations des sociétés, on se rend bien compte que vous êtes au cœur des secteurs que l'État considère comme prioritaires. La technologie et le savoir-faire allemand sont maintenant de réputation mondiale et connus de par le monde. La qualité, l'expertise, maintenant il s'agit de mettre en place des projets concrets dans des secteurs concrets avec des partenaires étatiques ou privés concrets. Et là, évidemment, ce que je peux faire, c'est d'essayer de voir avec les ministres qui sont en charge de ces différents secteurs pour voir quels sont leurs projets actuellement en cours et dans quelle mesure les technologies ou le savoir-faire que vous offrez peuvent intéresser ces ministères-là. Mon rôle sera également de pousser, d'accélérer pour que ces contrats puissent être signés afin que vous puissiez commencer à investir dans cette collaboration. Le Premier ministre Patrick Hachi qui recevait des hommes d'affaires allemands. Les élèves ont repris le chemin de l'école hier lundi. Oui, 6 millions ont repris le chemin de l'école. La rentrée des classes 2021-2022 est donc effective sur toute l'étendue du territoire national. Le top départ de cette rentrée a été donné à Bouaflé, dans la Maraoué, par la ministre de l'Éducation nationale elle-même. Une cérémonie couplée avec le lancement de la distribution des kits scolaires sur l'ensemble du territoire. Et pour cette année scolaire, ce sont au total 5 162 730 kits scolaires d'un coût global de plus de 10 milliards de francs CFA qui seront ainsi distribués gratuitement aux élèves. Le département de Bouaflé bénéficie de plus de 209 000 kits scolaires pour un montant de plus de 473 millions de francs CFA. Un soulagement pour les parents. Écoutons le porte-parole de l'ensemble des élèves Ndepo Kate Chloé en classe de CM2 et le député de Bouaflé commune, Kone Isiaka. Maman Maria Toukone, merci. Grand merci pour les kits scolaires que vous nous offrez. Grâce à vous et surtout à notre papa Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, nous allons pouvoir démarrer l'année scolaire en toute confiance afin d'obtenir de meilleurs résultats. Maman Maria Toukone, nous nous engageons à bien travailler à l'école pour être demain des cadres supérieurs ou des professeurs d'université comme vous. En tant qu'élu, c'est tout un plaisir que Bouaflé, commune, Bouaflé, capitale de la région de la Maraoué, étant le député de cette commune, c'est une joie totale. Je voudrais tout d'abord dire merci au chef de l'État, au président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, d'avoir permis la distribution des kits gratuits à nos enfants. Des tapements. Par ricochet, dire merci à Madame la ministre, ma maman Maria Toukone, qui a effectué le déplacement pour venir se joindre à nous pour annoncer la rentrée officielle de toute la Côte d'Ivoire à Bouaflé. Et pour se rendre compte de l'effectivité de la rentrée à Bouaké, nos équipes ont sillonné quelques établissements primaires et secondaires de la ville. Retrouvons Abdul Kamagaté de Radio Bouaké. C'est la reprise des cours. Élèves et enseignants se pressent pour être à leurs différents postes. Ce directeur d'école rencontré se dit prêt pour accueillir les élèves. Diamou Kaba, directeur des études dans un collège privé. Depuis le 1er août, nous venons chaque matin à l'école puisque les inscriptions parallèles ont commencé. Aujourd'hui, le 13, depuis 7 heures, l'administration est là. Quand même, il y a des élèves. Ouattara Suleiman,
enseignant dans une école privée de la ville de Bouaké, se prononce sur le thème de cette année scolaire. Quand on parle de l'éducation des enfants, les parents d'élèves doivent prendre leurs responsabilités, tout comme les enseignants doivent aussi prendre leurs responsabilités. C'est un thème qui implique et la responsabilité des parents d'élèves et la responsabilité des enseignants que nous sommes. Au groupe scolaire SFI2 de Bouaké, nous rencontrons Ouattara Moriféré, un parent d'élève dont les enfants sont en situation de handicap. Nous avons conseillé l'école SFI qu'on prend les enfants en charge ici. Je suis venu, j'ai fait les inscriptions. En tout cas, que l'État ne les oublie pas. Il y a une situation pour eux de ne pas se décourager de venir à l'école. Certains parents d'élèves traînent encore les pas, d'où l'appel du directeur régional de l'éducation nationale et de l'alphabétisation Bouaké 1, Koulibaly Apa Patrice. L'occasion de lancer un appel aux parents d'élèves et aux élèves pour leur faire comprendre que les examens et les bons résultats se préparent dès le premier jour de la rentrée scolaire. Cette année, le thème retenu par le ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation est « Soyons des citoyens responsables pour une école de qualité ». Abdul Kamagaté, Radio Bouaké pour Radio Côte d'Ivoire. Le ministre Tchaba célèbre l'excellence à Atekoubé. Oui, nous sommes de retour à Abidjan. Ce sont 1000 élèves les plus méritants de la commune qui ont été ainsi primés samedi à la place de la chefferie d'Agban. C'est une initiative, vous l'avez dit, du ministre Laurent Tchagba. Maria Toukone, ministre de l'Éducation nationale, a salué l'action de son collègue avant de prodiguer des conseils aux élèves lauréats. On l'écoute. En créant un prix d'excellence de la commune d'Atekoubé, monsieur le ministre Tchagba Laurent prolonge l'action de l'État et des enseignants. Je voudrais féliciter les lauréats et les lauréats pour les résultats qui font honneur non seulement à vos parents biologiques, mais également à votre père social et spirituel, qu'est le ministre Tchagba Laurent. Bravo, chers enfants. Je voudrais vous encourager à maintenir ce cap. Le pays compte sur vous. Atekoubé compte sur vous. Vos familles comptent sur vous. En tant que marraine, je voudrais vous exhorter à vous éloigner des vices et des mauvaises compagnies. Concentrez-vous sur vos études. Vous pouvez devenir demain des Laurent Tchagba, des Maria Toukone, des Kofi Nguessan, des Anzata. Seul le travail paie. Maria Toukone, ministre de l'Éducation nationale, samedi à Atekoubé. L'Union patronale de l'enseignement supérieur privé, UPSUP, a un nouveau président. Il s'agit de Mori Diabaté. Il a été élu pour un mandat de 3 ans au terme du 3e congrès ordinaire de cette union qui s'est tenu ici à Abidjan. À l'ouverture du congrès, le ministre de l'enseignement supérieur a situé l'importance des établissements privés. Adama Diawara. L'État fait énormément en matière d'enseignement supérieur, notamment pour l'augmentation de la capacité d'accueil dans les structures publiques. J'en veux pour preuve la réhabilitation et l'extension des anciennes universités publiques et également la construction d'universités nouvelles. Mais malgré tout cet effort de la part de l'État, le nombre de bacheliers étant croissant d'année en année, les structures publiques seules n'arrivent pas à absorber la totalité des bacheliers. Donc l'État est obligé d'affecter dans le privé un certain nombre d'apprenants. Et ce nombre d'apprenants, il est assez élevé. Donc vous comprenez l'importance du privé dans notre sous-système d'enseignement supérieur. Donc si on veut un enseignement supérieur de qualité, on est obligé d'avoir également un enseignement supérieur privé de qualité. D'où l'importance du thème du 3e congrès de l'UPSU, puisqu'il s'agit de construire des établissements privés de qualité. Adama Diawara, ministre de l'Enseignement supérieur, au micro de Denise de la Fafiette. Dans l'actualité hors de nos frontières, en Allemagne, Angela Merkel quitte bientôt la scène politique. Oui, elle fait donc sa tournée d'adieu dans les Balkans, alors qu'elle est à quelques jours seulement de la fin de sa carrière politique. Angela est en visite dans les Balkans. Elle était en Serbie hier lundi et visite l'Albanie aujourd'hui mardi. À moins d'un mois des élections, l'héritier d'Angela Merkel, lui, est en difficulté. L'impopulaire Armin Laschet a tenté d'inverser la courbe des sondages en lâchant lors d'un débat télévisé des coups contre son principal adversaire, le social-démocrate Olaf Scholz. Le SPD dépasse pour l'heure et pour la première fois depuis 15 ans la CDU d'Angela Merkel dans les intentions de vote des Allemands, et cela à moins d'un mois des élections générales. Une situation inédite qui d'ailleurs est provoquée par ce candidat de la droite, Armin Laschet, qui multiplie
les erreurs. En Guinée, alors que les consultations démarrent aujourd'hui, l'ONU souhaite un retour des civils au pouvoir dans un délai raisonnable. En visite de travail hier lundi à Conakry, le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies en Afrique de l'Ouest et au Sahel s'est toutefois réservé de donner un délai. Il indique que c'est aux Guinéens de décider de cette transition qui sera accompagnée par son organisation et les partenaires tels que l'Union africaine et la CEDEAO. C'est tout pour ce 7 heures. Retenez que 6 millions d'élèves ivoiriens ont repris le chemin de l'école hier lundi pour ce premier jour de rentrée. La reprise est encore timide et plus de 5 millions de kits scolaires seront distribués d'ailleurs aux élèves ivoiriens. Le top départ de cette distribution a été donné hier à Boisflé par la ministre de l'Éducation nationale. Le coût global de ces kits est de plus de 10 milliards de francs CFA. Merci à vous, Jérôme Kouakou. Madame, Monsieur, merci de vous informer sur Radio Côte d'Ivoire. Nous en arrivons au dossier économie. Les pays africains ont du mal à faire preuve de résilience face à la Covid-19. Les actions déjà entreprises par l'Union africaine, notamment auprès de partenaires financiers en vue d'une réduction de la dette, sont loin de satisfaire les attentes des dirigeants du continent. Ceux de l'Afrique subsaharienne se sont réunis à Abidjan dans le cadre de la 20e reconstitution des ressources de l'Association internationale de développement IDA 20, réunion de haut niveau sur la recherche de financement de plus de 50 000 milliards de francs CFA pour relancer l'économie africaine durement éprouvée par la pandémie à coronavirus. Les enjeux de la rencontre d'Abidjan avec Ange Patrick Ollier. Le dossier de la rédaction. Après 25 années de croissance, le continent noir enregistre moins 2% actuellement, la pire de ses performances économiques. En 2 décennies, une situation causée par la pandémie à coronavirus et ses nombreux variants. Conséquence, une augmentation de 25 à 30 millions de chômeurs et près de 40 millions de personnes ont basculé dans l'extrême pauvreté. À cela s'ajoute notamment la fermeture de milliers d'écoles, de milliers de centres de santé et une hausse du niveau d'endettement des pays africains. Moussa Faki Mahamat, président de la Commission de l'Union africaine. La pression à laquelle sont soumis certains de nos pays pour pouvoir maintenir le paiement du service de la dette afin d'éviter la stigmatisation des marchés financiers est trop forte, voire insoutenable. Le surendettement place d'autres en situation de défaut de paiement. Pour faire face à cette situation, l'Union africaine a nommé 5 envoyés spéciaux qui sont d'éminentes figures de la finance internationale dont la mission est de plaider pour l'allègement, la restructuration de la dette, voire l'annulation de celle-ci. Le continent bénéficie de l'initiative de suspension du service de la dette du G20 et du Club de Paris jusqu'à la fin de cette année 2021. Des efforts consentis par l'UA, certes, mais qui restent tout de même très modestes. Et donc pour relancer leur économie, les pays d'Afrique au sud du Sahara ont décidé de se tourner vers la Banque mondiale à travers son association internationale de développement dénommée IDA, d'où la tenue de l'IDA 20, la 20e reconstitution des ressources de cette institution le 15 juillet dernier. À Abidjan, une vingtaine de chefs d'État et de chefs de gouvernement ont pris part à ces assises de façon physique ou virtuelle. Des travaux avec des représentants de la Banque mondiale et la Société financière internationale qui ont consisté à évaluer le montant d'aide et surtout pour les dirigeants africains à prendre l'engagement d'une utilisation rationnelle. Une fois les financements acquis, le Premier ministre ivoirien revient sur les objectifs poursuivis par cette réunion. Patrick Hachi. Ces pays veulent tous développer le capital humain. La deuxième chose, c'est effectivement la création des emplois et le développement du secteur privé. Troisième objectif, c'est le développement structurel de l'économie pour lui permettre d'atteindre les objectifs du développement durable qu'on connaît, permettre aux populations d'atteindre des niveaux de vie qui donnent accès à tout un certain nombre de choses qui concourent au confort et à une vie décente. Mais en même temps, faire des investissements dans les infrastructures de transport et d'énergie pour permettre non seulement aux populations de mieux vivre, mais également aux entreprises de trouver un écosystème qui soit favorable pour qu'ils viennent investir en Côte d'Ivoire. Ça, c'est donc la transformation structurelle de l'économie. Voilà les 3 grands objectifs que l'ensemble des pays représentés ici et d'une façon générale le continent visent comme objectif.
Plus de 50 000 milliards de francs CFA, c'est le montant nécessaire pour la relance de l'économie des pays africains au sud du Sahara, durement éprouvés par la pandémie à coronavirus. La 20e rencontre de haut niveau sur la recherche de financement se présente dès lors comme l'occasion rêvée pour les dirigeants africains, et ce, au regard de ses nombreux avantages, selon Patrick Hachi. Les pays industrialisés disposent d'instruments financiers dans leur pays qui permettent de mobiliser des milliers de milliards pour injecter dans leur économie et pour la faire repartir. Mais sur les pays du continent africain, on n'a pas cette faculté. Ces instruments pour mobiliser des ressources très peu chères à des conditions très favorables qu'on appelle des ressources concessionnelles, il n'y en a pas beaucoup. L'IDA fait partie du guichet de la Banque mondiale qui permet de mobiliser des ressources avec des maturités extrêmement longues, des taux très faibles, donc c'est vraiment l'idéal. Autant on peut avoir de ressources IDA empruntées, autant pour nous c'est intéressant d'emprunter pour financer, comme on dit, un certain nombre d'éléments qui font partie des objectifs de la plupart des pays sur le continent qui veulent se développer. Pour le directeur général de la Société financière internationale, ce montant, une fois acquis, doit également servir au développement du secteur privé. Mokhtar Diop, qui annonce par ailleurs la disponibilité de la SFI à accompagner le dit secteur au plan continental. Bien que le gouvernement ait fait des efforts exceptionnels afin de mobiliser des ressources considérables pour faire face à ces crises, leur gravité et leur impact exigent une collaboration accrue entre les secteurs publics et privés. Sans un secteur privé africain fort, il n'y aura pas de création d'emplois en Afrique. Ce secteur africain fort sera composé d'industriels, de petits producteurs, d'éleveurs, de planteurs de cacao. L'ensemble de ces secteurs seront ceux qui créeront la richesse et créeront les emplois dans nos pays. Et nous sommes prêts, au niveau de la SFI 3.0, à soutenir ce développement et ce renforcement du secteur privé africain. L'amélioration du capital humain africain, la création plus accrue d'emplois à travers des politiques de développement du secteur privé et la relance économique, voilà les chantiers prioritaires pour les pays africains dans ce vaste projet qui nécessite un près de 100 milliards de dollars US, soit plus de 50 000 milliards de nos francs. Le directeur général des opérations de la Banque mondiale se dit confiant quant aux financements qui seront trouvés. Axel Van Trottenbourg qui annonce par ailleurs les prochaines étapes après cette rencontre d'Abidjan. Moi, je suis un optimiste éternel. Je crois qu'il n'y a pas de raison. On peut peut-être arriver à toutes ces conclusions. Les prochaines étapes sont les suivantes. Et nous avons concerté avec les bailleurs de fonds, mais on va préparer le document de base. On va discuter pendant les réunions annuelles et terminer ces négociations en décembre à Japon et j'espère avec un résultat qui corresponde à l'ambition qui était exprimée aujourd'hui. À la clôture de la rencontre d'Abidjan, le président ivoirien Alassane Ouattara a réitéré son appel auprès des partenaires financiers pour une augmentation plus significative de leur contribution au profit de l'Association internationale de développement IDA, et ce, afin de lutter efficacement contre les inégalités et contribuer au financement des économies les plus vulnérables. Rendez-vous est donc pris au Japon pour la réunion annuelle consacrée à la clôture des négociations prévues au mois de décembre prochain. C'était le dossier de la rédaction. Et si on en parlait, est-ce que le Sinan Gouya ou Toukbe est vraiment une plaisanterie, parenté à plaisanterie? Ahmed Touré nous donne des réponses dans la chronique Société. La chronique du jour. Ahmed Touré au micro. Bonjour à tous. Koulibaly, 18 ans, rencontre Bamba, 40 ans. Koulibaly. Bonjour jeune homme, comment vas-tu? Bamba. Je vais mieux que toi, grand-père. Viens m'aider à porter mes bagages. Apparemment, il y a quelque chose de pas normal dans cette scène et ce dialogue. Le jeune appelle son aîné jeune homme. L'aîné ne s'en plaint pas et désigne le jeune sous le terme de grand-père. Et le dialogue se poursuit. Koulibaly. Mais ça va pas, non? Comment un esclave peut demander à son maître de l'aider à porter ses bagages? Bamba. Parce que le maître ici, c'est moi, et tu ne peux que t'exécuter. Devant une telle situation, l'occidental cartésien ne peut que considérer qu'il y a certainement une plaisanterie en dessous de ce qui ne reflète pas du tout les réalités, ni physiques, ni sociales. En effet, Bamba est un commerçant vendeur de pagne
et Koulibaly un haut cadre de l'administration. Et pourtant, tout en riant, Koulibaly s'approche de Bamba et pour lui donner un coup de main, il prend un paquet de pagne qu'il met sur ses épaules. Bamba, ça va, débarque ça. Tu vois que vous, les commis, vous n'avez aucune technique. Je peux me débrouiller tout seul, et mieux que toi. Ce genre de scène n'est possible qu'entre Sinangou ou Toupé, comme on le dit chez les Akans, sans aucune distinction d'âge ou de rang social. Les Occidentaux l'ont baptisé parenté à plaisanterie parce qu'elle ressemble à un jeu. Mais s'ils en connaissaient les dessous, ils comprendraient que la plaisanterie n'est que la partie visible de l'iceberg qui permet d'adoucir les exigences du Sinangouyan. Quelles sont ces exigences? 1. Ne jamais se fâcher même quand le Sinangou semble insignifiant. 2. Ne jamais refuser de faire ce que le Sinangou demande, sauf si cela peut vous porter un grave préjudice. 3. Ne jamais mentir à son Sinangou et faire ce que l'on s'engage à faire, mais ne jamais promettre de faire ce que l'on ne peut pas faire. Des exigences qui font de vous l'esclave de vos promesses et obligations, ce qui autorise le Sinangou à vous appeler son esclave. La réciproque étant exigence, les Sinangous sont également esclaves l'un de l'autre, mais esclaves des exigences liées au pacte d'alliance et non esclaves en réalité. L'exigence que beaucoup d'entre nous oublient et qui ne cesse de nous porter préjudice est le respect et la considération, ou plutôt le manque de respect ou le manque de considération. Respect du rang social du Sinangou dans l'exercice de ses fonctions administratives et ou politiques, considération du lieu, du moment et du contexte dans lequel nous trouvons notre Sinangou. À tout considérer, le Sinangouya est un pacte d'alliance extrêmement difficile à gérer. Il est même certain qu'il a valeur de pacte de sang. Et nous savons ce qu'il y a dans un pacte de sang. Si dans tout paix, il y a tout et paix, il y a très certainement du sang qu'on a échangé ou mélangé au départ. Nous en reparlerons. Je continue de me documenter. Ahmed Touré vous salue. Voici donc qui met un thème à la deuxième session d'information sur Radio Côte d'Ivoire. Nous allons retrouver la matinale des sports dans quelques instants avec Fernand Kouakou, mais en attendant des informations publicitaires tout de suite. Ne bougez pas, on revient juste après la pub.